Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir quelques exercices relatifs au chapitre 1. On parlera de variables et de fonctions d'état, en particulier de la température. Il n'y a pas d'exercice sur la pression car vous en trouvez déjà plusieurs dans le chapitre 1. On parlera de système thermodynamique, on parlera d'équation d'état, de l'équation des gaz parfaits évidemment, de transformation et on terminera par les coefficients thermoélastiques. Le premier exercice s'intitule Respiration thermique d'un bâtiment. On vous dit que le chauffage d'un bâtiment de 10 000 m3 est commandé par un thermostat et que ce thermostat est réglé de telle sorte qu'il met le chauffage en route lorsque la température atteint 18 degrés et qu'il le coupe lorsque la température atteint 21 degrés. On nous dit que la pression atmosphérique est de 1 bar et on nous demande de déterminer la masse d'air qui doit entrer dans le bâtiment en phase de refroidissement et qui du coup sera expulsée en phase de chauffage. Donc cet exercice, il parle de ce qu'on appelle la respiration thermique d'un bâtiment, c'est-à-dire la nécessité de laisser circuler, entrer ou sortir l'air des bâtiments pour que cet air puisse se dilater, se contracter en fonction des variations de température. La première chose à faire, c'est de définir le système, l'air dans le bâtiment, et c'est un système ouvert car la quantité de matière n'est pas fixée, elle va varier en fonction de la température. Ce qui est constant, c'est le volume du bâtiment. C'est un système ouvert qui échange d'ailleurs également de l'énergie avec l'extérieur par le biais du circuit de chauffage central. Néanmoins, même s'il n'y avait pas eu d'échange d'énergie, on aurait tout de même parlé d'un système ouvert. Un système ouvert, c'est un système qui échange de la matière avec l'extérieur, peu importe qu'il y ait ou pas échange d'énergie. Nous avons défini le système, donc les étapes suivantes vont être de définir l'état initial et l'état final. Concernant l'état initial, on va noter N, le nombre de moles d'air qui sont présentes dans le bâtiment. On connaît la température initiale de l'air dans le bâtiment qui vaut 21 degrés. On connaît la pression initiale de l'air dans le bâtiment qui vaut 1 bar. Et le volume du bâtiment qui vaut 10 000 m3. Concernant l'état final, on notera NF, le nombre de moles d'air dans le bâtiment, TF égale 18 degrés, la température finale de l'air dans le bâtiment. La pression finale, on peut la noter PF, elle est égale à 1 bar, comme la pression initiale, et le volume final, on peut le noter VF, il vaut 10 000 m3 comme le volume initial. Alors les indices petit i et petit f pour la pression et pour le volume, on va pouvoir s'en débarrasser assez rapidement. Ce qu'il est important de bien voir ici, c'est que l'état initial, dans le cas d'un système ouvert en particulier, on va le caractériser par la température, la pression, le volume, mais en plus de ces trois variables d'état, il faut aussi qu'on fasse figurer la quantité de matière. Ensuite, on peut dire un mot sur la transformation. C'est une transformation isochore à volume constant, puisque le volume initial et le volume final sont identiques. Et c'est une transformation isobare à pression constante, puisqu'il n'y a pas non plus de variation de la pression. Alors à ce propos-là, si vous êtes un peu mécanicien, vous aurez tendance à penser que la pression dans le bâtiment, elle ne peut pas être strictement égale à la pression atmosphérique. Lorsque l'air sort du bâtiment, la pression dans le bâtiment doit nécessairement être un peu supérieure à la pression atmosphérique, et lorsque l'air rentre dans le bâtiment, la pression dans le bâtiment doit être un peu inférieure à la pression atmosphérique. Je vous répondrai que d'une part, ces différences de pression sont suffisamment faibles pour qu'elles n'aient aucun impact du point de vue de la thermodynamique et que d'autre part, ce qui nous intéresse, ce sont les états initial et final et que ces états sont des états d'équilibre. Puisque nous sommes à l'équilibre thermodynamique à l'état initial et à l'état final, il y a nécessairement équilibre entre la pression du système et la pression extérieure. Ensuite, une étape importante consiste à faire le point sur les inconnus. Alors les inconnus ici c'est très clair, ce sont le nombre de moles dans le bâtiment au départ et le nombre de moles dans le bâtiment à l'état final. Et ce qu'on nous demande de calculer plus précisément, c'est la différence entre NF et NI, et c'est cette différence-là qui nous permettra de calculer la masse d'air qui va entrer dans le bâtiment en phase de refroidissement.
Et puis finalement, on va considérer les équations. Donc les équations qu'on peut écrire pour calculer nos inconnus, ce sont tout bêtement l'équation des gaz parfaits à l'état initial et à l'état final. Donc on écrit l'équation des gaz parfaits à l'état initial, PIVI égale NIRTI. On l'a dit tout à l'heure, l'indice petit i pour la pression et le volume n'a pas de sens puisque la pression ne varie pas entre l'état initial et l'état final, et le volume ne varie pas non plus entre l'état initial et l'état final. On écrit de la même manière l'équation des gaz parfaits à l'état final, donc PV égale NFRTF. On a donc deux équations pour nos deux inconnus qui sont NI et NF, et il n'y a plus qu'à passer à l'étape de résolution. Juste une petite remarque, ici j'ai choisi de travailler avec la loi des gaz parfaits écrite sous sa forme molaire, extensive molaire. On aurait très bien pu travailler avec une loi des gaz parfaits écrite sous forme massique, PV égale petit m petit rt. Ça n'aurait rien changé à la résolution de l'exercice. En ce qui concerne la résolution, on va tout simplement extraire de l'équation des gaz parfaits les quantités NI et NF, et puis on va exprimer très simplement la différence entre NF et NI, donc le delta N, qu'on pourra écrire sous cette forme-ci en mettant en facteur la quantité PV sur R, et pour avoir la masse, puisque c'est ce qui nous est demandé, ici on calcule un nombre de moles. Pour avoir la masse, on multipliera tout simplement le nombre de moles par la masse molaire de l'air. Et en ce qui concerne l'application numérique, alors il faut faire attention au fait que la masse molaire de l'air, on la rentre en kilogrammes. Et la masse molaire de l'air, je vous l'avais dit dans le chapitre 1, c'est 29 grammes par mole, donc 29 10-3 kg par mole. La pression atmosphérique, elle nous était donnée dans l'énoncé en bar, mais il faut faire attention à bien la convertir en pascal, qui est l'unité du système international. Donc on les voit ici, les 100 000 pascals de la pression atmosphérique, le volume du bâtiment 10 000 m3, la constante universelle des gaz parfaits grand R qui vaut 8,314, et enfin, dernier piège dans lequel il vaut mieux ne pas tomber, c'est de ne pas oublier de convertir la température en Kelvin en rajoutant 273,15. Donc moyennant ça, on trouve 122,2 kg. Ces 122,2 kg, c'est la masse d'air qui va rentrer dans le bâtiment lorsque sa température diminue de 21 degrés C à 18 degrés C. Donc voilà pour cet exercice, il est relativement facile, il faut juste écrire proprement la définition du système, la définition de l'état initial et de l'état final, faire attention au type de transformation, aux inconnus, aux équations qu'on va utiliser. Dernière remarque, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, on utilise l'équation des gaz parfaits, même si dans l'énoncé, on a omis de préciser que l'air pouvait être considéré comme un gaz parfait. Par défaut, lorsqu'on ne précise pas la nature d'un gaz, c'est que ce gaz peut être considéré comme un gaz parfait. Sinon, dans le cas contraire, on devrait vous donner dans l'énoncé le type d'équation d'état à utiliser s'il s'agissait d'une équation autre que l'équation des gaz parfaits. Donc lorsqu'on ne dit rien, le gaz est nécessairement un gaz parfait. Deuxième exercice, donc il s'agit cette fois-ci d'une montgolfière. On vous dit qu'une montgolfière est constituée d'une enveloppe rigide souple, mais non élastique. Alors souple pour qu'elle puisse éventuellement se déformer, non élastique pour que son volume puisse être considéré comme constant, et son volume, on vous le donne ici, c'est 2500 m3. Donc l'enveloppe de la montgolfière est ouverte à l'air libre à son extrémité inférieure, c'est ce qu'on voit ici sur le dessin. Et pourquoi elle est ouverte? Pour qu'on puisse utiliser un brûleur à propane qui permet de réchauffer l'air dans l'enveloppe, donc d'augmenter ou de diminuer la température de l'air dans l'enveloppe pour pouvoir moduler la force ascensionnelle. Et dans une montgolfière, les déplacements latéraux, on les obtient en recherchant l'altitude qui offre un courant d'air atmosphérique dans la direction souhaitée. On vous dit que la masse totale de l'enveloppe et de la nacelle est de 600 kg et on vous demande
quelle doit être la température de l'air dans l'enveloppe pour que la montgolfière soit en équilibre dans un air atmosphérique qui se trouve à 17 degrés C et à une pression PA égale à 960 millibars. On vous rappelle le principe de la poussée d'Archimède qui dit qu'il y a équilibre si la masse de la montgolfière, c'est-à-dire la masse de l'air chaud dans l'enveloppe plus la masse de l'enveloppe et de la nacelle. Il y a donc équilibre si cette masse est égale à la masse d'air froid déplacé. Donc la masse d'air froid déplacé, c'est la masse d'un volume équivalent d'air froid. Alors ici, on n'aura pas de transformation puisqu'on nous demande de caractériser ce qui est déjà un état d'équilibre. Donc on ne va pas définir un état initial ni un état final. Par contre, il faut qu'on se pose tout de même la question des systèmes qui sont étudiés. Alors, le ou les systèmes vont être l'air chaud dans l'enveloppe, puisqu'on nous demande de calculer sa température. Donc, si on veut répondre à la question, il va bien falloir qu'on caractérise le système qui est l'air chaud dans l'enveloppe. Mais on nous demande aussi d'utiliser donc l'égalité des masses qui est donnée ici. Et dans cette égalité des masses, il va falloir faire intervenir la masse de l'air froid. Donc la masse de l'air froid, c'est l'air atmosphérique déplacé. On a donc deux systèmes à caractériser. D'une part, l'air chaud dans l'enveloppe et d'autre part, l'air atmosphérique déplacé par la montgolfière. Et la masse de ces deux systèmes, on peut l'exprimer sans souci à partir de l'équation des gaz parfaits. Cette fois-ci, l'équation des gaz parfaits, on va directement l'utiliser sous forme massique. Donc, pour l'air froid déplacé par la montgolfière, on écrit que la pression atmosphérique multipliée par le volume de l'enveloppe est égale à la masse de l'air déplacé multipliée par petit r et par la température de l'atmosphère. Et on en déduit que la masse d'air déplacé, c'est PA multiplié par le volume de l'enveloppe divisé par R fois la température atmosphérique. Petite précision, on considérera pour le volume d'air déplacé uniquement le volume de l'enveloppe, le volume de la nacelle, du brûleur et puis éventuellement du bonhomme qui se trouve dans la nacelle. Tout ça, c'est des quantités négligeables face au volume de l'enveloppe. Et puis on va procéder exactement de la même manière pour la masse de l'air chaud. On a la même équation, la seule chose qui change, c'est la température de l'air chaud ou la température de l'air dans l'enveloppe qui va être différente de la température atmosphérique. L'équation du problème, elle est donc la suivante. Une fois qu'on aura remplacé la masse de l'air chaud dans l'enveloppe et la masse de l'air froid déplacé dans l'égalité des masses donnée par la poussée d'Archimède, on va avoir cette équation-ci qui fait intervenir la température de l'air de l'enveloppe et la température de l'air atmosphérique. On n'a qu'une seule inconnue qui est la température de l'air de l'enveloppe. Toutes les autres quantités sont connues et disponibles dans l'énoncé et on peut passer à l'étape de résolution. Une petite remarque de nouveau avant ça, on suppose que la pression d'air dans l'enveloppe c'est la même que la pression atmosphérique. Alors ça c'est pas complètement vrai, en particulier la pression de l'air dans l'enveloppe, il faut qu'elle soit au sommet de l'enveloppe un peu supérieure à la pression atmosphérique parce que la pression d'air dans l'enveloppe c'est quand même ce qui permet de maintenir la nacelle en suspension dans l'air. Mais en pratique, les variations de pression entre l'air dans l'enveloppe et l'air atmosphérique, elles sont très faibles et c'est parce qu'on a un volume de l'enveloppe qui est très élevé qu'elles vont pouvoir générer des forces suffisantes pour maintenir la nacelle dans l'air. À partir de notre équation, on va continuer un peu le calcul sous forme littérale. Ça ne sert à rien de passer sous forme numérique tout de suite. Enfin, on va déjà exprimer l'inverse de la température de l'air, donc 1 sur TR enveloppe. Donc une fois qu'on a l'inverse de la température de l'air, c'est pas très compliqué d'inverser également le membre de droite, ce qui nous donne une température de l'air dans l'enveloppe qui est égale donc à PA fois le volume divisé par PA fois le volume sur TA moins petit r fois
la masse de l'enveloppe et de la nacelle. On aurait pu simplifier aussi par PA fois le volume de l'enveloppe, mais ça n'apporte pas grand-chose en pratique. Donc il n'y a plus qu'à passer à l'application numérique. Donc faites attention pour l'application numérique, il y a toujours des pièges lorsqu'on fait les applications numériques et c'est pour ça que je préfère les faire le plus tard possible. Donc c'est important de rester en littéral le plus longtemps possible. Ça permet d'éviter la plupart des pièges liés à l'application numérique. Donc la pression qui était donnée ici en millibars, il faut la transformer en pascal, il faut la convertir en pascal. Donc 960 millibars, ça fait 96 000 pascal. Donc ici vous avez le volume de l'enveloppe qui vaut 2500 mètres cubes. Il ne faut pas non plus oublier d'exprimer les températures en Kelvin. Dans les énoncés, on donne en général les températures en degrés Celsius, mais les calculs doivent être faits chaque fois qu'on utilise la loi des gaz parfaits avec une température en Kelvin. Et comme dans l'exercice précédent, ne pas oublier d'utiliser la masse molaire de l'air en kilogrammes par mole plutôt qu'en grammes par mole. La masse molaire de l'air, on en a besoin pour exprimer le petit r qui est ici la constante spécifique des gaz parfaits. Elle est égale à la constante universelle des gaz parfaits 8,314 divisé par la masse molaire de l'air en kilogrammes. Donc moyennant ça, une fois qu'on a fait toutes les conversions qu'il fallait faire et qu'on a exprimé le petit r en fonction de grand R et de la masse molaire de l'air, on trouve une température de l'air dans l'enveloppe qui vaut 366,3 Kelvin, c'est-à-dire 93,2 degrés C. L'exercice suivant est très simple, il concerne l'échelle de Fahrenheit pour mesurer la température. Donc on vous rappelle que les points de congélation et d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique dans l'échelle de Fahrenheit sont repérés par les températures, donc 32 degrés Fahrenheit et 212 degrés Fahrenheit respectivement. Et on vous demande ce que vaudrait une température de 56 degrés Celsius dans l'échelle de Fahrenheit. À quoi correspondrait également dans l'échelle de Fahrenheit la température de 0 Kelvin et à quelle température en Celsius correspond 0 degré Fahrenheit. Donc ici on connaît la règle de conversion, c'est pas la peine de la redéterminer une nouvelle fois, elle est donnée dans le chapitre 1. On sait que la température en degrés Fahrenheit, elle s'exprime comme étant égale à 1,8 fois la température en degrés Celsius plus 32. Donc le 32 ici, c'est le décalage si on prend 0 degrés Celsius comme température de référence. Donc si on applique bêtement cette équation pour une température de 56 degrés Celsius, on trouve 132,8 degrés Fahrenheit et il n'y a absolument aucun piège, donc on peut l'appliquer bêtement. On peut aussi appliquer cette équation pour la température de 0 Kelvin, donc qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius et à moins 459,67 degrés Fahrenheit une fois qu'on a fait le calcul. Et puis, je vous laisse faire l'inversion vous-même, mais les 0 degrés Fahrenheit correspondent à moins 17,78 ou moins 17,8 degrés Celsius. Donc pour faire ce calcul-là, il faut inverser cette équation dans le cas où vous avez 0 ici, et en fait les moins 17,78 sont égaux à moins 32 divisé par 1,8 une fois qu'on a inversé cette équation-là. Donc un exercice très facile et on va passer à l'exercice suivant qui est également très facile où on vous demande d'utiliser une échelle de température basée sur la longueur d'une barre. Alors on vous dit que la longueur d'une barre métallique elle est égale à 1 mètre lorsque cette barre métallique est plongée dans un mélange contenant de l'eau liquide et de la glace, donc implicitement un mélange à 0 degré, et que la barre mesure 1,01 mètre lorsqu'elle est plongée dans de la vapeur en équilibre avec de l'eau liquide sous pression atmosphérique normale, donc implicitement lorsque cette barre est à 100 degrés C. On vous demande la température en degrés C du milieu lorsque la barre aura une longueur égale à 1,0026 mètres, c'est-à-dire à 1 mètre plus 0,26 cm, puis
lorsque la barre, pour la question petit b, aura une longueur de 1,026 m, c'est-à-dire de 1 m plus 2,6 cm. Donc le coefficient de proportionnalité entre l'accroissement de longueur de la barre et l'accroissement de température, si on prend comme référence une température de 0 degré C, il est évident, hein. On a un ΔL qui est égal à 0,01 mètre pour 100 degrés Celsius, donc 10-4 mètres par degré Celsius. On ne se pose pas ici de questions pour savoir si notre coefficient de proportionnalité, on doit l'exprimer en mètres par Celsius ou en Celsius par mètre. Si je l'avais exprimé en Celsius par mètre, j'aurais évidemment obtenu 10 puissance 4 plutôt que 10 puissance moins 4. Donc pour la question A, si on prend comme référence la longueur de la barre à 0 degré ou la température de 0 degré, on aura une température qui sera égale à la température de référence, c'est-à-dire 0 degré, plus 1 sur A. Alors là, il faut inverser le coefficient de proportionnalité. Manque de bol, on l'avait calculé dans le mauvais sens ici. Pour que ΔL divisé par A, ou que le produit entre 1 sur A et ΔL soit homogène à des degrés Celsius. Cela donne bien un accroissement de température de 26 degrés. Et comme notre température de référence c'était 0 degré C, on sait que la température du milieu, lorsque la barre fait 1 mètre plus 0,26 cm, la température du milieu c'est bien 26 degrés C. Pour la question petit b, c'est le même calcul, sauf que cette fois-ci, l'accroissement de longueur de la barre ce sera 2,6 cm ou 0,026 m. Donc l'augmentation de température par rapport à une température de référence qui vaut 0 degré C, c'est bien 260 degrés C. Un autre exercice de calcul de température avec une échelle de température un peu particulière. Cette fois-ci, on va utiliser une échelle de température basée sur la pression d'un gaz réel, c'est-à-dire d'un gaz qui n'est pas un gaz parfait. Donc on va mesurer la pression à volume constant d'une masse de gaz réel d'abord à 0 degré C, puis à 100 degrés C. Donc concrètement, on enferme une certaine quantité de gaz réel dans un récipient hermétique. On considère que le volume de ce récipient est constant et on mesure la pression dans le récipient. Donc à 0 degré C, on mesure une pression de 0,853 bar et à 100 degrés C, on mesure une pression de 1,162 bar. Donc on définit une échelle de température à partir de l'évolution de la pression de ce gaz qu'on va utiliser comme grandeur thermométrique. Et on nous demande quelle serait la température la plus basse qu'on pourrait théoriquement mesurer si on suppose que ce gaz se comporte comme un gaz parfait. Ce sera évidemment une hypothèse fausse et on verra que la température la plus basse que l'on puisse mesurer sera inférieure au zéro absolu. Alors ça n'est pas écrit implicitement dans l'énoncé, mais on va supposer une relation linéaire entre la température et la pression du gaz comme dans la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits, si vous supposez que le volume est constant, à ce moment-là, vous avez bien une relation linéaire entre P et T, puisque les quantités V, petit n et R sont constantes. Donc une fois qu'on a supposé qu'on avait une relation linéaire entre la pression et la température, il va falloir qu'on calcule le coefficient de proportionnalité entre les variations de pression et les variations de température. Donc ce coefficient de proportionnalité, il vaut petit a égale, alors ici 1,162 bar moins 0,853 bar au numérateur, donc c'est la variation de pression de référence, et cette variation de pression de référence, qui vaut donc 0,309 bar, on l'obtient pour une variation de température de référence qui vaut 100 degrés, puisqu'on l'obtient entre une température de 0 degré et de 100 degrés. Donc le coefficient petit a, exprimé en bar par degré C, c'est 0,309 bar divisé par 100 degrés C, donc c'est 3,0910-3 bar par degré C. Encore une fois, je n'ai pas réfléchi pour savoir si mon coefficient de proportionnalité, il fallait que je l'exprime en bar par degré C
ou en degrés C par bar. Peu importe, on verra bien dans quel sens on l'utilise ensuite. Ensuite, donc, la température la plus basse qu'on pourra mesurer, on l'obtiendra lorsque la pression sera nulle. Ce qui est théoriquement possible si on baisse la température jusqu'à la valeur la plus faible qu'on puisse imaginer. Donc dans ce cas-là, le delta P maximum, ou le delta P minimum, puisqu'on va avoir une diminution de la pression, donc le delta P maximum que l'on puisse avoir à partir de la température de référence qui sera égale à 0 degré C, ce sera moins 0,853 bar. Alors évidemment, vous pouvez prendre comme température de référence 100 degrés, et dans ce cas-là, le delta P maximum que vous puissiez avoir, ce sera moins 1,162 bar. Mais ici, j'ai pris comme température de référence 0 degré C. Et on aura donc, dans ce cas-là, un delta T qui sera égal à 1 sur A fois delta P. Alors il faut que je prenne l'inverse de A puisque je veux que le produit soit homogène à une pression. Donc je prends 1 sur A pour multiplier des Celsius par bar par des bars, ça me donne bien une température. Donc l'inverse de 3,0910-3, c'est 323,62 Celsius par bar. Et puis il n'y a plus qu'à faire l'application numérique, donc j'avais pris 0 degré comme température de référence. Donc la température minimum qu'on puisse obtenir, c'est 0 degré C plus 323,62 multiplié par moins 0,853 et on trouve moins 276,05 degrés C. Ce n'est pas une température qui correspond à la réalité parce qu'elle est inférieure à 0 Kelvin ou elle est inférieure à moins 273,15 degrés Celsius. Évidemment parce que le gaz réel ne s'est pas comporté comme un gaz parfait et on n'a pas eu en pratique une relation linéaire entre la pression et la température en maintenant le volume constant. Donc voilà pour l'exercice 5. Donc les deux derniers exercices traitent des coefficients thermoélastiques. Et avant de les aborder, je vais vous faire un rapide rappel du cours sur les coefficients thermoélastiques. Donc les coefficients thermoélastiques, on a vu en cours lors du chapitre 1 que dans le cas d'un système monocomposant monophasique, il en existait trois principaux coefficients. Coefficient de dilatation volumique isobare qu'on note alpha qui est égal à la dérivée partielle du volume par rapport à la température à pression constante divisé par le volume. Ce coefficient alpha, on peut le calculer avec un volume en mètre cube ou bien avec un volume massique ou un volume molaire petit v. Le coefficient de compression isochore qu'on note bêta qui lui correspond à la dérivée partielle de la pression par rapport à la température à volume constant divisé par la pression. Et puis le troisième coefficient principal, c'est le coefficient de compressibilité isotherme quitté qui correspond à la dérivée partielle du volume par rapport à la pression à température constante divisé par le volume initial. Encore une fois, alpha, bêta et quitté vous permettent de calculer des variations relatives du volume ou de la pression en fonction des variables d'état T ou P. Le signe moins qu'on voit ici devant le coefficient quitté, il ne faut pas l'oublier, il est là simplement pour des raisons entre guillemets esthétiques parce qu'on veut avoir une valeur du coefficient quitté qui soit positive, sachant que lorsque la pression augmente, le volume diminue. Si on ne mettait pas ce signe moins, on aurait des valeurs négatives pour le coefficient de compressibilité isotherme quitté. Et puis il existe deux coefficients thermoélastiques qui sont dérivés des coefficients alpha et quitté. Donc il y a le coefficient lambda qui est un coefficient de dilatation linéique qu'on peut utiliser par exemple pour les systèmes isotropes et qu'on va de préférence utiliser lorsqu'on cherche à calculer la variation d'une seule des dimensions d'un système. Lorsqu'on cherche à calculer la variation d'un volume, eh bien on va utiliser le coefficient alpha.
lorsqu'on cherche à calculer la variation d'une dimension du système, on va plutôt utiliser le coefficient lambda. Alors on va l'utiliser pour les systèmes isotropes, mais on peut très bien l'utiliser pour un système qui ne soit pas isotrope si on connaît le coefficient lambda pour la dimension concernée du système. Et puis il y a le module de Young qu'on n'utilisera pas ici lors des exercices, mais je vous avais dit dans le chapitre 1 que le volume de Young, en fait, c'est une autre façon d'exprimer le coefficient de compressibilité isotherme quitté. Le module de Young, c'est ce qu'utilisent les mécaniciens ou les scientifiques des matériaux dans la loi de Hooke. Il existe également une relation entre les coefficients thermoélastiques. Dans cette relation, elle nous dit que alpha est égal à la pression P multipliée par bêta multipliée par quitté. Alors cette relation entre les coefficients thermoélastiques, elle existe tout simplement parce qu'il y a une relation entre les trois variables d'état P, V et T qui est l'équation d'état, celle des gaz parfaits ou celle de tout autre système. C'est vrai aussi pour un solide, un liquide ou un gaz non parfait. Et cette relation entre les coefficients thermoélastiques, on a vu en cours qu'elle est très facile à démontrer une fois qu'on connaît l'équation cyclique qui relie les dérivées partielles des variables d'état pour un système monophasique monocomposant. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les coefficients thermoélastiques. C'est effectivement pas grand chose pour être capable de résoudre la plupart des exercices qu'on rencontrera. Et dernière chose, il faut garder en tête que la résolution de tous les exercices sur les coefficients thermoélastiques passe par l'intégration d'une équation différentielle. Tout simplement parce qu'en fait, la définition d'un coefficient thermoélastique, c'est une équation différentielle. Et donc, l'équation différentielle que vous devrez utiliser, elle sera donnée très simplement par l'expression du coefficient thermoélastique que vous utilisez. Attention, ce coefficient thermoélastique, dans les cas les plus simples, c'est une constante, mais il peut y avoir des cas où le coefficient thermoélastique, par exemple pour un liquide, c'est relativement fréquent, le coefficient thermoélastique ne s'exprimera pas sous la forme d'une constante. Premier exercice sur les coefficients thermoélastiques, il s'agit d'un exercice sur le sertissage par refroidissement. Donc on vous dit qu'on veut sertir une bague d'acier qui fait 18,95 mm en diamètre intérieur sur un arbre du même métal, donc en acier, qui lui fait 19 mm de diamètre extérieur. Donc on voit bien que ça ne va pas passer. La bague ne va pas pouvoir rentrer sur l'axe et on vous demande jusqu'à quelle température il va falloir refroidir l'arbre pour que la bague d'acier puisse coulisser sur cet arbre. Alors on nous donne le coefficient de dilatation linéaire de l'acier, donc le lambda qui vaut 17 10-6 Kelvin-1. On vous donne aussi le coefficient de dilatation volumique de l'acier, alpha qui vaut 51 10-6 Kelvin-1. Donc sertir une pièce dans une autre ou sur une autre, ça signifie qu'on cherche à la maintenir en place grâce aux forces élastiques qui vont être créées par la déformation de l'une ou l'autre de ces deux pièces. Ici, la bague, on va chercher à la maintenir sur un axe dont le diamètre extérieur sera légèrement supérieur au diamètre intérieur de la bague. Donc l'arbre et la bague vont se déformer et les forces élastiques liées à cette déformation vont maintenir la bague sur l'arbre. Mais la grande question qui se pose, c'est celle de la mise en place. Et pour mettre en place la bague sur l'arbre, il va être nécessaire de refroidir l'axe ou de refroidir l'arbre. Alors je vous ai fait un schéma ici pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. La bague elle est ici, son diamètre intérieur c'est 18,95 mm. L'arbre il est là, son diamètre extérieur c'est 19 mm. Et on voit bien que si on veut que cette bague ici puisse coulisser autour de l'arbre, il va falloir diminuer le diamètre de l'arbre ou de l'axe. Donc on nous donne dans l'énoncé les coefficients alpha et lambda, donc ça permet de vérifier rapidement que alpha égale 3 fois lambda. Si vous faites 3 fois 17 10-6, vous tombez bien sur 51 10-6. Donc l'acier est bien isotrope.
Et ça va nous permettre d'utiliser le coefficient lambda pour calculer la température à laquelle il va falloir refroidir l'axe. On va pouvoir travailler directement à partir du diamètre de l'axe. On ne va pas s'embêter à calculer un volume de l'axe et puis à calculer comment varie ce volume pour ensuite revenir à une variation du diamètre. On va pouvoir calculer directement la variation du diamètre de l'arbre. Donc à partir de là, l'exercice il est vraiment ultra classique. Il s'agit d'intégrer l'équation différentielle qui est formée par la définition toute bête du coefficient lambda. C'est en fait exactement la même équation que pour le calcul de l'exercice de la dilatation du tablier du viaduc de Millau qu'on a fait dans le cours sur le chapitre 1. Donc cette équation différentielle, c'est lambda égale 1 sur le diamètre fois la dérivée du diamètre par rapport à la température à pression constante. Donc on va intégrer cette équation différentielle après avoir fait une séparation des variables. On l'a déjà vu dans le cours, donc le dt qui est ici, on le repasse de l'autre côté. Et donc on intègre une différentielle du diamètre divisé par le diamètre entre le diamètre initial et le diamètre final. Et cette intégrale-ci sera égale au produit entre lambda et l'intégrale de la différentielle de la température entre Ti et Tf. Donc l'intégrale de la différentielle du diamètre divisé par le diamètre, c'est le logarithme du diamètre. L'intégrale de la différentielle de la température, c'est la température. Donc il n'y a vraiment pas de difficulté. On en déduit que la différence entre le logarithme du diamètre à l'état final et le logarithme du diamètre à l'état initial, c'est-à-dire le logarithme du quotient entre le diamètre à l'état final et le diamètre à l'état initial, est égal à lambda fois la différence des températures entre l'état final et l'état initial. Ça permet de calculer donc la variation de température, Tf moins Ti, ou bien directement, on reste sous forme littérale le plus longtemps possible pour avoir une expression de la température finale qui est égale à la température initiale plus 1 sur lambda fois le logarithme du quotient des diamètres à l'état final et à l'état initial. L'application numérique, donc j'ai ici la température initiale qui vaut 25 degrés C. Ici, l'inverse du coefficient lambda. Là, le logarithme du quotient des diamètres à l'état final et à l'état initial. Et le résultat nous donne moins 130 degrés C. Alors je vous ai dit dans le cours qu'il fallait utiliser des températures en Kelvin, qu'il fallait utiliser des longueurs en mètres, et puis là j'utilise des températures en Celsius et des longueurs en millimètres. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas nécessaire ici de faire la conversion? Eh bien en fait, on ne fait pas la conversion, mais pour des raisons différentes dans le cas de la température et dans le cas du diamètre. Dans le cas de la température, c'est inutile de faire la conversion des Celsius en Kelvin parce que ce qu'on calcule, c'est en fait une différence de température. C'est en fait un delta T, et le delta T, c'est la température finale moins la température initiale. Donc un delta T, que vous le calculiez en degrés C ou en Kelvin, c'est exactement la même chose, sachant que vous passez de la température en Kelvin à la température en Celsius en retranchant 273,15. Donc si j'avais fait la conversion en Kelvin, j'aurais eu ici TF plus 273,15 moins TI moins 273,15. Donc on voit bien que les 273,15 disparaissent. Chaque fois que vous avez une différence de température, vous pouvez conserver une température en Celsius. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la conversion des millimètres en mètres? Cette fois-ci parce qu'on a un quotient des longueurs. Donc pour passer des millimètres en mètres, il faut multiplier par 10-3. Donc j'aurais multiplié le diamètre final par 10-3, j'aurais multiplié le diamètre initial par 10-3, et j'aurais eu un quotient avec 10-3 au numérateur et 10-3 au dénominateur. On voit bien que les 10-3 disparaissent. Donc lorsque vous avez un quotient, ça n'est pas nécessaire de faire la conversion des unités si cette conversion elle passe par
une multiplication ou par une division. Mais évidemment, lorsque vous avez un quotient de température, c'est indispensable de faire la conversion des Celsius en Kelvin. Parce que la conversion des Celsius en Kelvin, elle ne passe pas par un quotient, mais elle passe par une addition. Donc le cas est différent pour le diamètre et pour la température. Ici j'ai un quotient, ici j'ai une différence. Bon, lorsqu'on est à l'aise avec tout ça, on n'y réfléchit même plus, hein, mais il faut y faire attention, en tout cas lorsqu'on débute. Et une autre remarque, il est fortement déconseillé d'intégrer la différentielle du diamètre divisé par le diamètre, ou quoi que ce soit d'autre, un dl sur L ou un dv sur V, en un delta du diamètre divisé par le diamètre. Lorsqu'on intègre un petit peu sans réfléchir les différentiels relatifs ou les différentiels logarithmiques, on peut avoir tendance à les intégrer sous la forme d'un delta plutôt que sous la forme d'un logarithme. Alors ça peut fonctionner, et en pratique, si vous aviez intégré la différentielle du diamètre divisé par le diamètre en un delta du diamètre divisé par le diamètre, vous auriez trouvé le bon résultat. Mais c'est un cas particulier, ça aurait fonctionné parce qu'ici on a des petites variations du diamètre. Donc transformer une différentielle en un delta, ça marche, mais uniquement lorsqu'on a des petites variations, mais il y a des tas d'autres cas où ça ne marche pas. Et comme on ne connaît pas a priori le résultat de l'exercice, il vaut mieux dans tous les cas, ou en tout cas dans la plupart des cas, prendre le temps d'intégrer un dv sur v ou un dl sur l en un logarithme de la longueur ou un logarithme du volume, ou ici une différentielle du diamètre divisé par le diamètre en un logarithme du diamètre. Donc faites attention à ça, hein. Intégrez proprement, sinon vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Et puis dernier exercice sur les coefficients thermoélastiques. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un thermomètre à mercure. Donc on vous dit que le capillaire d'un thermomètre à mercure est juste plein à 45 degrés C. C'est-à-dire que le mercure du thermomètre à 45 degrés C, en fait, il occupe la totalité du volume défini par le capillaire. C'est un tube de verre, le capillaire d'un thermomètre. Et puis on veut chauffer jusqu'à 50 degrés C. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, hein, c'est que le mercure ne peut pas se dilater parce qu'on suppose que l'enveloppe en verre ne se dilate pas, et on nous demande de calculer la pression à l'intérieur du capillaire. Donc pour ça, on vous donne le coefficient de dilatation volumique alpha du mercure à 45 degrés, donc on supposera que c'est le même à 50 degrés C, hein, donc il vaut 18 fois 10-5 Kelvin-1. Et on vous donne le coefficient de compressibilité isotherme quitté qui vaut 39 fois 10-7 bar -1. Donc ici, le volume évolue donc à volume constant, puisqu'on suppose que le verre ne se dilate pas. C'est une hypothèse tout à fait cohérente avec la physique, hein. Le verre va se dilater beaucoup moins qu'un liquide. On doit donc, pour calculer une variation de pression à volume constant face à une variation de température, utiliser le coefficient de compression isochore bêta. Mais on ne nous le donne pas, ce coefficient de compression isochore bêta, on nous donne plutôt les coefficients de dilatation volumique alpha et le coefficient de compressibilité isotherme quitté. Donc la seule chose à faire, c'est d'utiliser la relation entre les trois coefficients thermoélastiques alpha égale P fois bêta fois quitté pour résoudre notre équation différentielle. Car la résolution va consister en une intégration d'équations différentielles. Et comme pour tout exercice sur les coefficients thermoélastiques, cette équation différentielle, elle vous est donnée par la définition du coefficient bêta. La seule chose, c'est que le coefficient bêta, ici, on l'exprime en fonction de alpha, de quitté et de la pression. Donc notre équation, elle va devenir alpha sur P quitté, c'est-à-dire bêta, égale 1 sur P, dρ P sur dρ T à volume constant. Et puis on va pouvoir se débarrasser de la pression ici qui apparaît au dénominateur dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Il va nous rester alpha sur quitté égale la dérivée de la pression par rapport à la température à volume constant. Donc on a donc affaire à une équation différentielle très simple, hein. On fait la séparation des variables en passant la température de l'autre côté gauche. Donc il nous reste alpha sur quitté fois dt égale dp. Les petits d s'intègrent
en delta, c'est-à-dire que des variations infinitésimales de la température et de la pression deviennent des variations entre l'état initial et l'état final de la pression et de la température. Et puis il n'y a plus qu'à passer à l'application numérique. Donc on cherche à calculer le delta P. Ce delta P il sera égal à alpha sur kt, donc à 18 10-5 divisé par 39 10-7 multiplié par le delta T. Le delta T c'est 5 degrés puisqu'on passe de 45 degrés C à 50 degrés C. Et on trouve un delta P de 230,8 bars. Donc la question c'était de calculer la pression finale à l'intérieur du capillaire une fois qu'on aura atteint les 50 degrés C. Alors pour avoir une pression finale, il faut avoir une pression initiale. La pression initiale, elle vous était donnée ici discrètement sur le schéma où on vous dit que à 45 degrés, la pression initiale dans le capillaire est de 1 bar. Donc la pression finale, elle vaudra 231,8 bars. Donc le calcul était très simple. À partir du moment où on avait bien compris qu'il fallait utiliser cette équation-là, et à partir du moment aussi où on n'avait pas perdu de vue qu'il fallait de toute façon intégrer l'équation différentielle définie par le coefficient thermoélastique bêta, en remplaçant bêta par alpha sur P fois kt. Encore une petite remarque à propos des unités. On n'a pas pris ici la peine de changer les températures en Kelvin pour calculer, pour exprimer le delta T, puisque 50 degrés C moins 45 degrés C, c'est la même chose que 50 plus 273,15 moins, entre parenthèses, 45 plus 273,15. Et on n'a pas pris la peine non plus de convertir l'unité du coefficient de compressibilité isotherme kt. On a trouvé directement un delta P en bar. Alors on aurait pu convertir des bars moins 1 en pascal moins 1, et à ce moment-là on aurait trouvé un delta P en pascal. Donc voilà pour ces exercices. 3 petits conseils avant de terminer. Le premier, c'est qu'évidemment, si vous n'avez pas compris tous les exercices, prenez votre temps, regardez de nouveau la vidéo en faisant des pauses, et puis travaillez les exercices les uns après les autres, en commençant, si vous voulez, par les plus faciles qui sont ceux sur les conversions de température. Encore que les exercices sur les conversions de température, avec les différentes échelles de température, ils ne sont pas toujours aussi simples qu'ils en ont l'air. On a vite fait de se mélanger dans les relations de proportionnalité ou dans les relations linéaires entre les différentes échelles. La deuxième chose, c'est que si vous avez eu l'impression de comprendre les exercices après avoir simplement regardé les diapos ou écouté la vidéo, je suis désolé, mais ça n'est probablement pas encore le cas. Vous ne serez sûr d'avoir bien compris les exercices que lorsque vous saurez les refaire sans aide et sans support autre que l'énoncé. C'est très important. La thermodynamique est une science un peu hypocrite dans le sens où on a rarement des équations compliquées. On a l'impression que tout est simple, mais en fait, lorsqu'on fait les exercices, on se rend compte qu'il y a une infinité de pièges dans lesquels on peut tomber. Donc il est vraiment indispensable de les refaire pour être sûr qu'on les a bien compris et qu'on a bien compris la démarche. Et dans le même ordre d'idées, n'hésitez pas à refaire les exercices plusieurs fois. Alors pourquoi ça? Parce que ça permet d'acquérir les bons réflexes et de les mémoriser. Et puis c'est valorisant parce que vous pouvez vérifier que vous savez les faire. Puis en plus, ça vous demande peu d'investissement intellectuel de refaire plusieurs fois le même exercice. Mais ce n'est pas du temps de perdu. Ça vous permet d'acquérir des réflexes et ça vous permet vraiment de mémoriser la démarche. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos sur le cours ou sur les exercices. À bientôt.